Bienvenue dans le 56cast. Aujourd'hui, on va parler de Twitter et on va essayer de discuter comme ça, de mettre des théories sur où va Twitter, parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés et qui vont pas forcément dans la même direction. Puis d'ailleurs, on n'est pas forcément d'accord sur où va Twitter. On n'est pas d'accord du tout, on va s'engueuler. On va s'engueuler. Ah, attention, teasing et tout. Mais enfin, on sait rien, on n'a pas encore tourné l'émission. Dans le potager du web, on parlera du dog shaming, un phénomène, un triste phénomène qui consiste à mettre des pancartes sur des chiens. Ça y est, on n'en parle pas assez dans les médias, donc on est là pour mettre le projecteur sur ce genre de phénomène. Et puis surtout, on va parler avec Laurence Allard, je vais prendre mes notes pour pas me tromper, maître de conférence IRCAF à Paris 3 et de Lille 3 aussi. Donc vous vous intéressez aux usages numériques de manière large, et plus particulièrement au téléphone mobile et aux usages et à la création. D'ailleurs, vous êtes co-auteur de Téléphone mobile et création, sorti en février dernier, juste un mois. Tout ce que je suis chaud. Et de quoi on va parler ? On va parler des selfies. Il était temps qu'on en parle. Il était temps qu'on en parle. C'est un peu, voilà, c'est le mot de 2013 dans les usages numériques. Et voilà, on va essayer de savoir avec vous, est-ce que c'est une mode ? Est-ce que c'est une tendance ? Est-ce que ça veut dire plus ? Est-ce que ça... Spoilons pas trop. On va pas spoiler. On en parlera en temps voulu. Mais bonjour Camille aussi. Bonjour. Bonjour. Et de quoi on va pas parler ? On va pas parler de YouTube. Il paraîtrait qu'il prépare une version de YouTube pour les moins de 10 ans, avec uniquement des vidéos pour les enfants et sans commentaires, parce que dans les commentaires, c'est le lieu de toutes les dérives et de tous les dangers. Et ça va être payant. C'est marrant. Hein. C'est marrant parce qu'il y a un autre service qui s'appelle Dailymotion, qui a un Dailymotion Skid qui est déjà en marche et qui propose 2000 vidéos de dessins animés à destination des enfants avec un environnement sécurisé parce que Internet c'est trop dangereux. Pour 4,50€ par mois. Sachant aussi qu'il y a un truc qui s'appelle Plus, France 5, Espace Jeunesse, c'est très bien, il y a plein de dessins hyper cool. C'est gratuit, mais voilà. On n'a rien dit, C'est légal aussi, pour une fois. Oui, c'est vrai. Pour une fois. On sait jamais trop avec toi quand tu vends des trucs. Mais Plus, c'est légal. On va pas parler de Gmail qui teste actuellement un affichage à la Pinterest pour les mails qui arrivent dans l'onglet promotion. Vous savez, cet onglet promotion, c'est là où arrivent tous les spams, les pubs, les newsletters de boutiques en ligne sur lesquelles vous êtes abonné. Et donc en fait, les pubs, ils vont mettre des images, ils vont mettre des genres un petit peu diapos, comme ça saute bien aux yeux, comme ça on a bien envie de cliquer, puis comme ça on achète bien les pubs. Il faudra un moment qu'ils mettent un truc pour qu'on clique sur l'onglet promotion, parce que c'est quand même l'onglet qu'on évite d'aller voir ce qui se passe dedans, de manière générale. 3 minutes après un tremblement de terre qui s'est produit lundi dernier à 6h25 en Californie, lundi d'avant d'ailleurs, il y a 2 semaines, à 6h25 en Californie, le Los Angeles Times publiait déjà un article sur son site internet. 3 minutes. J'ai bien entendu, vous avez bien entendu, 3 minutes, et là donc il y avait un journaliste, il est là, tac, article publié. Eh bien non, parce que c'est un algorithme qui a publié l'article. Oui, c'est écrit par un robot, donc c'est un algorithme spécialisé qui s'appelle QuakeBot, qui est spécialisé dans les tremblements de terre et qui a été capable de qui est branché sur les détecteurs en fait, et qui balance la news. C'est vachement bien. Notre métier a de l'avenir. On parlera pas de l'ARCEP, le gendarme des télécoms, qui a l'idée d'autoriser l'usage du haut débit mobile dans l'espace aérien français, pour qu'on puisse savoir la 3G dans les avions. Pour qu'on puisse faire des selfies depuis l'avion, en temps réel, sur Snapchat. Cool. Ah oui, on ne dit plus pure player. On dit quoi ? Tout en ligne. C'est la commission de néologie ? C'est ça, c'est elle-même. Voilà, donc on ne dit plus pure player. Voilà. En même temps, moi je le disais pas avant, donc mais je ne dirais pas tout en ligne. Ouais, tout en ligne, non mais c'est... Ouais. Bon, bref. On ne parlera pas des chercheurs américains qui ont inventé les lentilles à vision nocturne, même si c'est uber cool. C'est uber cool, comme ça on pourra dire qu'on est des elfes. C'est quoi le rapport ? Un elfe, ça voit dans la nuit ? Mais évidemment, un elfe, ça voit dans la nuit. Je sais pas. C'est l'heure de l'actu. La grande question en ce moment, c'est où va Twitter ? La semaine dernière, ou il y a 2 semaines maintenant, ils ont annoncé le fait... Deux nouveautés. Le fait de pouvoir publier jusqu'à 4 photos par tweet. Attention, avant, on ne pouvait pas publier de photos dans Twitter. Il y avait des services qui s'appelaient TweetPic ou d'autres services d'hébergement d'images. Avant, à mon époque, on ne pouvait pas tweeter de photos. Et avant, il n'y avait pas Twitter. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et là, maintenant, on peut publier jusqu'à 4 photos par tweet.
Mais surtout, deuxième nouveauté qui va avec, on peut taguer les photos. Donc, système, il n'y a plus de hashtag, il y a des tags, et surtout, il y a des tags de personnes. C'est-à-dire qu'on peut taguer avec soit les comptes utilisateurs, soit par nom, prénom. Regardez les gens qui sont sur cette photo. Et après, les gens, ils vont recevoir des notifications en disant « Vous avez été tagué sur la photo de la soirée d'hier soir ». Et tu vas devoir aller sur tes paramètres Twitter pour dire « Non, retirer l'identification, j'ai pas envie d'être dedans ». Et donc c'est finalement ça la grande nouveauté de cette innovation entre guillemets Twitter, c'est que pour la première fois, il faut savoir où se situent les paramètres de confidentialité du service de microblogging 140 caractères. Parce que jusqu'à maintenant, les paramètres de confidentialité, on connaissait, enfin en tout cas il fallait connaître, et il y avait régulièrement ceux de Facebook où il fallait régler avec 153 000 curseurs notre réglage vie privée, vie publique, c'était hyper compliqué, qui les amis de mes amis uniques, tout le monde, etc. Bref, c'était le bordel. Et il fallait surtout y retourner tous les mois pour au cas où ils auraient changé une virgule dans les CGU. Ouais, mais on a mis une virgule. Bon, du coup, on a tout remis à zéro. Service, vous êtes inscrit d'office. Hein. C'est ça. Donc, il fallait aller tous les mois sur celle de Facebook. On commençait à les connaître par cœur. Mais par contre, celle de Twitter, elle servait à une chose. Mettre mon profil en tant que confidentiel ou pas. Alors, sachant que mettre un profil Twitter en tant que confidentiel, il y a des gens qui le font. Ça casse un peu l'intérêt de Twitter. Mais bon. Ah oui, mais c'est vrai, vous, j'ai vu. Mais bon, c'est vraiment un usage unique. Et confidentiel, pas confidentiel, on savait que c'était là qu'il fallait le faire. Il n'y avait pas de réglage. Et bien maintenant, il y a ce réglage sur les tags de photos. Et soit on empêche l'usage on accepte seulement de la part des personnes que l'on suit, on autorise tout le monde, ou on n'autorise personne. Et donc c'est une nouveauté. Ouais, mais il file un mauvais coton parce qu'il y a d'autres trucs qui sont en train de tester ou qu'ils ont dit qu'ils allaient tester, ou il y a des rumeurs. Enfin bref, il y a le bouton de retweet qui deviendrait un bouton de partage. Apparemment, ça, c'est en test. Déjà, je suis contre plein de choses, mais alors supprimer le mot retweet et le remplacer par le mot partage, c'est juste pour faire comme tout le monde, quoi. C'est tout ce qui faisait le charme de Twitter est en train de. Alors la grande question, c'est pourquoi. La grande question, c'est pourquoi. Et la grande réponse, c'est parce que, alors, d'une part, Twitter est rentré en bourse, on s'en souvient, une entrée en bourse fracassante en novembre 2013, donc il y a quelques mois. Et surtout, il y a une statistique. Il y a une statistique qui est connue, que Twitter s'est refusé à commenter plusieurs fois. C'est qu'il y aurait 1 milliard d'utilisateurs qui ont testé Twitter et qui n'ont pas continué. Parce qu'ils n'ont rien compris. Voilà, ils n'ont rien compris, ils ne savent pas à quoi ça sert, ils comprennent rien. Et en fait, les gens... les RT, voilà, les hashtags, les FF, les RTP, les dièses, les arrobas, les mentions, les choses comme ça, c'est peut-être que ça crée un truc un peu compliqué. Et donc, du coup, ils veulent tout simplifier. Alors, il faut aussi voir la nouvelle... Alors, je ne sais pas si vous êtes concernés, moi, je ne le suis pas encore, mais il y a aussi la nouvelle présentation de la timeline Twitter. Enfin, oui, parce que maintenant, on appelle ça une timeline. C'est la présentation classique réseau social avec le grand bandeau au-dessus, la profil pic incrustée dedans. Enfin, vraiment, on est sur la timeline Facebook. On perd tout ce qui fait l'intérêt de Twitter. Et finalement, au-delà de ça, je vais terminer assez vite parce qu'il ne faut pas quand même qu'on y passe des plombes. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est au-delà de ça, Twitter, avant, c'était un outil. C'était un outil Twitter. En fait, ils ont commencé comme ça. Vous avez 140 caractères, vous avez des gens que vous suivez, il y a des gens qui peuvent vous suivre. Qu'est-ce que vous allez en faire? Finalement, au début, c'était du SMS communautaire et c'est devenu du suivi temps réel d'actualité ou du suivi de l'actualité de ses idoles. Par exemple, si on est fan de Justin Bieber ou Miley Cyrus, on les suit sur Twitter, on est très heureux de recevoir leurs selfies. Et ça sert à plein de choses. Et c'est un outil, on s'en sert comme on veut. Et en fait, finalement, l'outil, c'est bien, mais c'est moins rentable que de proposer une plateforme de service préformaté. Parce que c'est ce qu'est devenu Google, c'est ce que devient Pinterest et ce genre de choses, c'est des services. Et tu penses au rapprochement avec la télé et le fait que le live tweet de la télé est devenu une industrie. Exactement, le live tweet de la télé. Commandé par les chaînes. Voilà, et pour l'instant, le live tweet de la télé, c'est les live tweets, quand on fait un live tweet, on se sert de l'outil Twitter. Mais on se sert pas d'un service de Twitter consacré au live tweet. Et ben, en fait, on va se diriger vers ça. C'est-à-dire que Twitter va commencer à proposer des services de live tweet. C'est peut-être pas un drame, mais quand on cesse d'être un outil, finalement, on empêche les gens d'utiliser ou de trouver des nouveaux usages à partir de n'importe quoi. Finalement, peut-être qu'il y avait quelque chose qui arrivait à un post-live tweet où il y avait autre chose qui pouvait être inventé. Mais quand Twitter va formater le live tweet, on n'ira pas plus loin. Voilà, c'est formidable parce qu'on a été d'accord. Tu vois, bon, mais il est temps de migrer sur Identica
Exactement. Et de Sur des Bah, réinventer plus ils vont Twitter, foirer hein. leur service et plus la concurrence va marcher. Hein. Puis, et il y aura des nouveaux outils qui vont émerger forcément parce qu'il y a aussi un intérêt à avoir des outils et on veut pas forcément des services formatés. Voilà, c'est le cas. Voilà, une petite virgule, what the fuck, avant de parler de selfies. On attend toujours avec impatience l'explication de ce qui se passe. C'est un kiwi ? Non, c'est en flaque d'eau. C'est en flaque d'eau, Tu voilà. connais pas ce pays? Non. Ça fait partie d'une série de vidéos, j'en ai vu 3, je sais pas s'il y en a plus, et qui s'appelle Tiny World, donc Monde minuscule, par le studio Rushes. C'est mignon comme tout. Et ça ressemble à Photo aussi, où il y avait eu pas mal de oui, séries de comment photos ça comme ça s'appelle, avec des le petits Tilt soldats. Shift. Ouais. On dirait que c'est des miniatures. Oui, et puis il y a plein de photos avec des petits soldats, Oui, c'est vrai. Tiny, ça s'appelait des Tiny Pictures ou Tiny, je ne sais plus. C'est le concept du jouet en fait. Laurent Salard, enchanté. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous parler. Donc je rappelle, vous êtes maître conférence IRCAF à Paris 3 et à Lille 3. Oui. Vous donnez des cours à Lille et vous cherchez à Paris, c'est ça? Oui. C'est ça. Et donc en fait, je répète, vous êtes co-auteur Oui. du livre Téléphone mobile et création paru en février aux éditions Armand Collin Recherche. Et vous avez publié donc sur votre blog mobactu.fr un article qui au titre qui fait un petit peu envie. On se demande où on va aller à partir de ce titre. C'est le selfie, un genre en soi, ou pourquoi il ne faut pas prendre les selfies pour des profils pictures. Je suis Déjà, fan du titre. c'est le titre qu'on aime beaucoup et surtout en fait c'est une question qu'on s'était jamais posée parce que moi j'avais un peu toujours confondu finalement les gens qui prennent un téléphone portable, qui font ça et qui se prennent en photo, ça n'a pas toujours été la même chose et il y a un mot qui est apparu en 2013, c'est selfies. Et pourquoi? Oui, moi j'ai toujours appelé ça des autoportraits. Donc pourquoi tout d'un coup c'est devenu des selfies? Et donc le terme a été consacré comme mot de l'année donc en novembre 2013 par le dictionnaire Oxford. Mais c'est un terme qui apparaît dès 2004 sur Flickr en fait. C'est un tag. Donc et en 2004 également le dictionnaire urbain donc l'incorpore dans ces termes. Donc il existait ce terme, il existait des pratiques en effet d'autoportrait avec son téléphone mobile, mais cette consécration elle est intéressante parce que elle ouvre peut-être justement à un nouvel usage du selfie et donc peut-être l'hypothèse c'était que c'était peut-être un nouvel ordre des pratiques mobiles qui va se mettre en place puisqu'il y a ce qui se produirait peut-être un effet genre comme on dit, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un genre qui est délimité, eh bien on va photographier sous ce genre, dans ce genre-là, alors qu'autrefois quand on prenait une photographie mobile, on prenait une photographie qui ressemblait à rien d'autre ou à une photographie mobile, voilà. Il y avait toutes sortes d'usages en fait, c'est très foisonnant la photographie mobile, il y a des usages en tout genre et là, il y a un genre qui va ordonnancer, délimiter, border en fait des pratiques. C'est le simple fait de lui donner un nom, créer le cadre qui va autour. Voilà. Et donc avec un processus aussi d'anoblissement en fait du selfie, puisqu'on le croyait réservé aux ados. Un peu narcissique, etc. Mais il y a eu tout un processus d'anoblissement par les people, par exemple, et par les politiques. Donc, et ça, c'est intéressant parce que ça a permis justement de faire de cette pratique un peu juvénile une pratique qui avait donc ses lettres de noblesse parce que c'était les grands du monde, en fait, qui se sont mis à se photographier par eux-mêmes, se passer des paparazzis, faire des photos à la main pour montrer qu'ils étaient des gens ordinaires également. Et donc, il y a un processus de consécration qui est intervenu. Il y a des artistes qui se sont mis à aussi créer dans le genre selfie, comme Héloïse Capet. Il y a les médiateurs culturels qui ont aussi poussé en avant les pratiques qui étaient ordinaires au musée, qui étaient de se prendre en photo devant les toiles. Et donc, ils ont poussé autour d'un hashtag qui s'appelle Selfie Museum, ils ont poussé ces pratiques pour justement faire participer les publics, notamment les plus jeunes qui vont aimer se prendre devant les toiles. Et donc, ils ont utilisé ces pratiques comme un support, en fait, de médiation. Donc, il y a tout un processus, non seulement de reconnaissance lexicographique, mais aussi de reconnaissance culturelle, de consécration culturelle. Et donc, il y a un genre
au sens de genre culturel, qui est aujourd'hui en fait est délimité, cadré. Et donc c'est pour cette raison que autrefois il y avait les profil picture et c'était un selfie pouvait être confondu avec un profil picture, mais aujourd'hui le genre existe et il donne lieu donc, à de nouveaux usages, à des détournements, et donc c'est là qu'on peut vraiment délimiter cet effet genre du selfie. Vas-y, commence. Non mais c'est finalement dans ce que vous dites, c'est à partir du moment où on appelle ça selfie, finalement on peut commencer à s'en servir, à se servir de ce que c'est le selfie. Vous avez donné l'exemple du musée. Il y a aussi des exemples dans les manifestations en Turquie. Le selfie devient autre chose, sort complètement de son cadre narcissique, on se prend en photo, tout ça, et par le fait de devenir un genre, ça devient aussi différentes utilités, différents objectifs en fait. On peut prendre un selfie pour plein d'objectifs différents en fait. Oui, on voit déjà là que la délimitation d'un genre a ouvert justement à des usages non plus ce que j'appelle expressivistes, c'est-à-dire de représentation de soi, etc., de mise en scène de soi, mais des usages beaucoup plus publics et des usages militants, protestataires. Donc il y a eu notamment au moment des manifestations en Espagne pour protéger justement le droit à l'IVG, vous avez eu un mouvement sur Instagram de selfies de corps de femmes pour justement soutenir les femmes espagnoles. Vous avez en ce moment en Turquie des petits clins d'œil qui sont faits justement par les manifestants au selfie des Oscars, qui a été donc le plus retweeté dans l'histoire de Twitter et des selfies. Et donc les manifestants se prennent à la manière du selfie des Oscars. Et c'est terrible parce qu'on les voit en premier plan, et puis derrière on voit qu'il y a les policiers qui sont prêts à charger, donc ça crée un effet un peu dramatique. Et il y a notamment aussi lors des élections du 23 mars, le municipal, vous avez eu un hashtag qui était Selfies au Loir, où certains ont dévoilé en fait leur vote, et donc c'était à la limite de la légalité quand même. Oui, parce que alors la plupart du temps c'était des cartes le secret du vote, des cartes d'électeurs, mais certains sont allés plus loin et on fait ce qu'on peut appeler un coming out quoi. Et c'est intéressant parce que au moment de la présidentielle, j'avais observé que justement sur les réseaux sociaux, on avait très peu dévoilé ces intentions de vote, mais en revanche les jours J, il y avait des coming out sous la forme justement de profil picture qui était changé, on prenait l'avatar de son candidat, etc. Et là, donc, il y a eu ce mouvement de selfies au Loir qui a consisté à dévoiler son intimité politique d'une certaine façon. Et on peut se dire que ça pourrait être un support de mobilisation parce que c'est un bon outil civique que de finalement manifester que l'on vote, et aussi de manifester pour qui l'on vote, et notamment de montrer qu'on ne vote pas pour le FN. Donc ça pourrait être utilisé comme aussi un support de mobilisation. Et c'est là qu'on retrouve en effet l'idée que, par exemple, le hashtag est un outil. Oui, c'est ça, on peut en faire finalement ce qu'on veut. On peut en effet, c'est un canal militant qui est précieux. Moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le fait que les célébrités se sont emparées du selfie et du coup l'ont un peu validé et lui ont donné ses lettres de noblesse. Et dans un autre sens, en fait, on s'est rendu compte aussi que le public n'attendait pas que les célébrités fassent des selfies aussi librement que les vrais gens. Il y a eu des polémiques quand Obama, par exemple, c'était à l'enterrement de Mandela ou au dernier hommage, a fait un selfie avec je ne sais plus quelle autre personnalité politique. Voilà, et puis, tout le monde a trouvé ça totalement déplacé de faire un selfie dans un moment pareil. D'ailleurs, on l'a toujours pas vu ce selfie. Non, il y a eu juste le making-of. Non, oui, voilà, on a juste vu la photographie du photographe qui les a pris en train de faire le selfie. Et on avait aussi le journaliste du Monde, Thomas Wider, qui s'est pris en photo à la Maison Blanche avec Obama derrière et tout, et où tout le monde Enfin, en fait, l'homme politique et le journaliste, on attend d'eux qu'ils restent sérieux et. Oui, c'est vrai. Donc là, il y a. En même temps, on attend qu'il reste sérieux, mais il y a l'idée qu'à travers le selfie, ils se montrent aussi sous un jour humain, ordinaire. Et donc, c'est un peu une validation de leur caractère authentique, en fait, qui est mise en avant. Donc là, l'authenticité d'une personne, le fait qu'un homme politique soit aussi un être humain, un individu, est également une valeur que l'on attend aujourd'hui d'un politique. Et donc, c'est vrai que Twitter, les réseaux sociaux, c'est
également un espace en fait d'authenticité pour les hommes et les. Il y a Jean-Marc Ayrault qui fait des selfies. Oui, le plus drôle, c'était aussi Hervé Morin qui a fait un selfie. Donc au salon de l'agriculture, il y a eu un détournement. Il y a un petit détournement du selfie qui a été imaginé par des agriculteurs au Royaume-Uni, qui s'appelle le felfie, le farmer, le selfie des farmers. Donc ils se prennent en photo avec leurs animaux pour montrer un petit peu leur métier, etc. Puis aussi pour sortir de l'isolement. Et et au salon de l'agriculture, il y a eu donc un hashtag Felfie, et donc il y a une photo, on voit Hervé Morin avec une magnifique, je sais plus, je crois. Je pense que c'est une magnifique vache. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que donc le selfie est emblématique de la photo expressiviste, authentique, etc. Mais également c'est emblématique de la photographie connectée. Puisque l'intérêt aussi de la photo sur smartphone, c'est qu'elle puisse être partagée et communiquée. Et là, ça c'est intéressant parce qu'on le voit bien avec les usages en médiation culturelle ou les selfies, c'est que cette photo, elle nous permet de nous connecter aussi à d'autres et de connecter par exemple l'espace du musée à d'autres espaces et de connecter des publics à des non-publics par exemple. Et donc il y a cet effet du mobile qu'on n'imagine pas souvent mais qui est quasiment architecturant, c'est-à-dire que ça connecte des lieux à d'autres, ça crée un espace, même si justement c'est un espace à travers les réseaux. Et donc ça c'était le selfie est intéressant, le selfie au muséum est intéressant pour leur possibilité d'ouverture en fait vers d'autres publics, et donc c'est pas du tout forcément des pratiques narcissiques, les retourner vers soi comme on a tendance à l'enfermer en les confondant avec des profils pictures. Oui, c'est pas une mode de hipster en fait. Oui, parce que quand on les confond avec des profils pictures, en effet c'est expressiviste, c'est la mise en scène de soi. Mais il y a tout un ensemble d'usages publics en fait et de publicisation qui sont très précieux. Et c'est marrant parce que du coup, ce détournement de l'usage de se prendre en photo soi-même, qui était un usage, on va dire, narcissique au début... expressiviste, c'est-à-dire se mettre en scène. Se mettre en scène. Finalement, aujourd'hui, le fait d'être sur la photo, c'est une contrainte pour rentrer dans la case selfie. Oui. Mais finalement, ce qui intéresse... C'est ce qu'il y a autour du visage, c'est-à-dire le point de vue, c'est où est-ce qu'on a été pris, qui est en arrière-plan, d'où la photo a été prise. Donc finalement, le fait d'être sur la photo ne reste plus qu'une contrainte, donc on n'est plus du tout dans l'expressivisme, il faut juste être sur la photo pour rentrer dans la case, dans le genre selfie, et finalement, ce qui prend de l'importance, c'est où, qu'est-ce qui se passe, qui est derrière, c'est le décor. C'est vrai que c'est moins de l'autoportrait, en effet, qu'un portrait de soi dans le monde, avec moi et la Joconde, moi journaliste avec Obama, et donc c'est intéressant parce que c'est jamais la personne seule qui est finalement le sujet de la photo, mais c'est la personne telle qu'elle est dans le monde, en compagnie de qui, dans quel lieu, etc. Et donc c'est vrai que c'est pas du tout un geste narcissique, comme on a vraiment tendance à trop l'enfermer. Mais du coup, alors après, on va dans la prospective, donc on sait très bien que dès qu'on va dans la prospective, on se plante, mais essayons. Moi, ma question, c'est, par exemple, moi, je prends pas de selfie, c'est pas du tout mon truc. Mais en même temps, au début du téléphone mobile, je n'envoyais pas de SMS. Est-ce que c'est une création de genre qui peut, qui a une espérance de vie très longue, qui peut finalement devenir un mode de communication, le selfie? Aujourd'hui, on sait que sur Snapchat, il y a une sorte de communication non verbale à base de selfies qui se passe. C'est-à-dire qu'on s'envoie plus des messages, on s'envoie des selfies. Regarde où je suis, je rigole pas, je fais la gueule. On communique par selfie. Est-ce que c'est destiné à devenir un mode de communication standard, entre guillemets? Mais de fait, il y a, alors, mis à part ce processus de consécration culturelle par les people et puis par le monde de l'art, il y a aussi un contexte d'usage plus général de la photo mobile. Et donc, on voit bien que aujourd'hui, on communique beaucoup plus par image que par texte. Et donc, pour la première fois, par exemple, au Royaume-Uni, les SMS ont diminué. Au profit justement de l'envoi de photos par ces applications type Snapchat, etc., qui montent notamment dans une certaine partie de la population plus jeune. Et donc la montée de cette communication visuelle et aussi le contexte d'usage du selfie, il s'inscrit dans ces pratiques, sachant qu'il y a un autre usage de la photographie mobile qui est un usage qui est pas, donc, c'est pas le genre autoportrait qui est convoqué, mais qui est un usage
usage de communication avec soi-même. Ça, ce sont des études ethnographiques que j'ai menées sur la question qui ont montré que certains ont finalement un rapport avec leur mobile comme une sorte de média de leur voix intérieure. On pense que le mobile est fait pour communiquer à distance avec les autres, mais il est aussi fait pour se connecter avec soi-même. Et donc la photo mobile, ça permet souvent d'exprimer une émotion. On voit, je sais pas, quelqu'un qui se fait arrêter, on est témoin d'une scène injuste, on la photographie parce que d'une part on est sous le coup de la colère et puis d'autre part on veut témoigner. Et donc il y a tout un ensemble d'usages autour de ces affects qui sont transformés, exprimés et communiqués par l'intermédiaire de la photo mobile qui sont qui font aussi partie du contexte d'usage. Donc le mobile est également utilisé pour se connecter à soi-même et pas forcément pour se photographier soi-même, mais pour se connecter à soi-même. Donc en deçà même du selfie, il y a des usages en effet comme technologie du soi, de travailler sur ses émotions, etc. C'est comme les tweets d'ennui, les SMS que l'on envoie dans des temps morts, et puis on a surtout cherché à communiquer avec soi-même, c'est-à-dire transformer son ennui en une petite verbalisation et après, le problème, c'est qu'on nous répond et on n'a jamais cherché finalement à communiquer avec autre chose d'autres personnes que soi-même. Et ça, c'est l'enfer, en fait, quand on se met à nous répondre à des tweets d'ennui ou alors à des SMS. Oui, mais laissez-moi m'ennuyer tout seul, j'étais bien. Oui, mais comme on les a en effet envoyés sur des messageries ou sur... et donc ça, c'est un contexte d'usage assez intéressant dans lequel également le selfie s'inscrit. Donc il y a la photographie mobile et le mobile en général, et de fait ce que Foucault appelait une technologie de soi. C'est vrai que c'est un support de notre individuation aujourd'hui qui est le support le plus généralisé dans le monde en plus. Ouais, parce qu'en fait, vous avez vraiment vous intéressez depuis longtemps aux usages, aux usages mobiles. Tous les usages, oui. Tous les usages numériques mobiles. Attention, la marmotte est dans le terrier. De quoi? C'est le code. Ah oui, c'est le code quand on commence à être trop long, c'est ça? C'est celui-là. C'est ça. Faut qu'on change de nom de code. Oui, tu m'avais proposé Erwan Tagon, mais j'ai pas osé. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va prendre encore un peu de temps, mais est-ce que cette émergence du selfie rentre finalement dans une logique historique par rapport à toutes les émergences des usages numériques, de ce que ça a apporté le téléphone mobile, des changements, des hacks d'usage aussi. Vous parlez de ça dans l'article, le fait qu'un téléphone mobile, j'ai beaucoup aimé le téléphone mobile, la photo sur téléphone mobile peut servir de périscope. Vous parlez de ces schémas-là où finalement pour voir ce qui se passe au-dessus d'une foule, on regarde comme ça et puis Oui, la photo mobile, oui, elle était jusqu'alors totalement ce que j'appelle dans un état sauvage, c'est-à-dire il y a des usages vraiment foisonnants et de créativité du mobile. Donc finalement, par définition, lorsqu'on fait une photo mobile, étant donné qu'il n'y avait pas de genre de la photo mobile au préalable, on prenait une photo mobile dont on inventait soi-même un peu le genre et la définition. Donc elle était par définition un acte d'usage, elle était par définition un détournement de la photographie. Donc il y a tous les usages en effet en périscope, en miroir, il y a en scan, la photocopieuse de poche. Donc ça, c'est le nombre on pense souvent que justement cette communication par image, c'est de l'image, mais c'est la plupart du temps de l'image de texte qui sert de support de communication. Donc cette hybridité, cette foisonnance, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'elle va être renfermée, appauvrie, à partir du moment où un genre se stabilise et finalement c'est un genre un peu élitiste parce qu'on réinscrit la photo dans l'histoire de l'art, de l'autoportrait, etc. Ou alors donc de nouveaux détournements du selfie vont advenir. Et bon, là, je suis plutôt rassurée en ce moment avec les selfies, ce qui se passe, les utilisations politiques. Je trouve que finalement, il y a le détournement et malgré tout sans fin et sera encore, je pense, la règle, même autour du selfie. Ça se trouve, un jour, je me mettrai moi-même au selfie. Peut-être. Merci beaucoup. On peut pas faire un selfie? Oui. Je pensais le faire en bande-annonce, mais... Non, mais attends, c'est plus rigolo comme ça. Oui. Alors... Mais est-ce qu'on doit mettre la caméra frontale pour le selfie? Ouais, on sache ce qu'on fait quand même, non? L'important, c'est ce qu'on appelle donc le cadrage indiciel, c'est-à-dire cadrage indiciel. C'est-à-dire il faut donc que la photo soit reliée
À la main. Voilà, fait à la main et relié il faut que je me baisse. à notre corps. D'accord, Faut qu'on se rapproche un peu, je crois. c'est bon. On est pas mal. On est pas mal. Appuie sur le bouton. Voilà, ça fait partie du code. Merde, j'étais en caméra. Ah oui, quelle non, mais- boulette. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver, Camille. C'est bon. Le Vilfi, inventé le Le Vilfi. Magnifique. Voilà. Ça c'est fait. Encore merci Laurent Salard. Voilà. On le publiera. Hein. On va pas faire comme Obama. Oui. Pardon, c'est nul. Et donc c'est le moment. On est bien à la bourre, mais du potager du web. Ce qu'il y a de magique avec les chiens, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir l'air coupables quand ils ont fait une bêtise. Et ce qui est magique avec les humains, c'est qu'ils sont tellement dégueulasses qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'humilier encore plus le chien quand il a déjà l'air coupable parce qu'il a fait une bêtise. Donc la pratique du dog shaming, ça consiste à mettre un panneau à côté du chien qui est lui-même à côté de sa bêtise, en expliquant quelle a été la bêtise. Comme ça, on comprend bien ce qui s'est passé, on se moque du chien, bouh, vilain toutou, et tout le monde contre les chiens, et puis les pauvres, ils sont déjà malheureux en eux-mêmes, je trouve ça dégueulasse. Donc par exemple, on a quelques photos d'illustration, le chien qui vide le panier de linge sale au milieu de la nuit, le chien qui mange du bois, le chien qui mange son vomi. En fait, le principe, c'est que plus c'est dégoûtant et plus c'est rigolo. Alors toutes les photos ont été regroupées au départ sur un blog, un Tumblr, lancé le 16 août 2012, avec la photo d'un chien et une pancarte. Ah oui, c'est encore plus drôle quand on lui attache autour du cou, comme ça il a bien la honte. C'est un petit peu le concept du bonnet d'âne. Et le premier, donc, il disait, c'était un chien qui bouffait les sous-vêtements. Et en 6 jours, le post a reçu plus de 940 notes sur Tumblr, donc retweet et like. À partir de là, il y a eu un subreddit et tout le monde a voulu faire la même chose, la mode est partie. Donc c'est essentiellement... C'est le début du mème. Ouais, bah oui. Voilà. Maintenant, parce que là, c'est la porte ouverte à tout le monde, quoi. Il y a eu beaucoup de photos, il y a eu quelques vidéos, pas beaucoup. C'est surtout un mème en photo. Hein. La vidéo qui a fait 3 millions de vues, c'est celle-là. C'est le chien qui cumule toutes les bêtises, en fait. Donc non seulement il a un problème d'addiction aux chaussures qui puent. Voilà. Il a vraiment un problème. En plus, il a un problème avec les peluches de panda dont il déchire le visage jusqu'à ce qu'il y ait un trou. Donc du coup, c'est sa gueule qu'on met au milieu du trou. Et le pauvre, il est ridicule. Et le niveau du dessus, c'est quand on a 2 fautifs pour la même bêtise et qu'on les photographie ensemble. Donc on a un chien et un chat, ou un chien et son humain. Alors par exemple, on a la photo du chien j'ai fait caca et l'autre, son copain chien qui l'a mangé. Comme ça, voilà, là, on a les 2 faces de la bêtise. On a celui qui a laissé l'humain qui a laissé son dentier sur la table et le chien qui l'a mangé. Et parce que les chats ne sont pas en reste, il y a aussi du cat shaming, comme dans cet exemple. Donc le chat qui s'appelle Benny et qui est un voleur de saucisses. Le chat qui vole les chaussettes des gens quand ils dorment et qui les met dans sa litière, c'est dégueulasse. Et le chat qui aime forniquer avec des couvertures et regarder ses humains pendant qu'il le fait. C'est pas joli, hein. C'est aussi tordu que les chiens, en fait. Exactement. Donc c'était le dog et le cat shaming. C'est une pratique... C'est pas terrible. Et donc du coup, bon, c'est un peu une transition, oui, parce qu'on n'a pas et qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on savait qu'on n'aurait pas le temps. La transition, c'est la rubrique à poil pour terminer tout ça. Cette vidéo était à l'origine un Vine de Sarah Herin. Voilà. Belle conclusion. Merci beaucoup Laurent Salard. On rappelle votre livre Téléphone mobile et création que vous avez coécrit. On les a pas cités donc avec Laurent Creton et Roger Audin aux éditions Armand Collin. Merci d'être venu nous parler de selfie. C'était cool. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine sur Libération et sur No Life bien sûr. Ciao.